Salut tout le monde, nouveau podcast aujourd'hui. On se retrouve avec la team au complet, enfin de retour pour un podcast un nouveau format qu'on a appelé, attention, Chat SD. Voilà, Manque c'est Ben qui a de choisi. manque C'était d'originalité pour l'instant. ouais, Ben pour est fan de l'instant, ChatGPT. c'est Voilà. mon employé numéro un. Donc là, l'idée, ça serait un peu de faire un format où on va parler un petit peu de tout ce qu'on voit sur les réseaux, ou même pas forcément sur les réseaux, mais De converser autour de sujets c'est ça. sur la FA, que ce soit des choses qui se passent au niveau des fédés, des championnats, des règlements, de l'entraînement, voilà, un peu de. En fait, on s'est dit que voilà, souvent on avait des échanges entre nous et que ça pouvait être un petit format sympa Voilà. de rendre public toutes ces réflexions. Premier point qu'on va aborder aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On a vu passer récemment une story qui disait Ben, je te laisserai à peu près, voilà, toi tu te souviens mieux que moi, mais en gros, être fort, c'est avoir raison. Ah oui, là Euh, t'as changé le premier sujet, là. Je veux dire, là, tu rentres direct dans le. Là, c'est mêlé à la première minute, c'est ça? c'est ça, c'est mêlée générale. Les deux pieds dans le plat, direct. Est-ce que être Moi, je pensais fort, qu'on c'est avoir commençait par raison? les genouillères, mais bon, c'est pas. Allez, c'est pas Bah, moi, grave. je suis ton script, mec. C'est Allez. toi qui l'as fait en plus. Ah oui, mais je l'ai fait à l'envers, moi. C'est pas grave. Ah, bah, écoute. Allez, feu. Bon, être fort, c'est avoir raison. Oui. Oui. Non, Allez, mais en fait, point suivant. pour replacer le contexte, hein, c'est une story qu'on a vu passer. Et là, il n'y a vraiment pas de. Enfin, il y a pas d'attaque personnelle ou quoi, hein, mais c'est d'une réflexion voilà, de quelqu'un qui sous-entendait que, euh, étant donné qu'on est dans un sport finalement où l'expérience prime, où on n'est pas dans un setup scientifique, finalement, dans un argumentaire, celui qui était le plus fort avait raison. Sous-entendu, donc finalement, on pourrait imaginer que derrière ça, il y a le fait que les meilleurs athlètes sont les meilleurs coachs et que finalement, celui qui est moins bon, il peut se taire, quoi. Il peut aller se coucher. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, personnellement, je pense que ce genre de take, comme plein d'autres takes, en fait, la personne ne la pense pas réellement. C'est qu'il y a une part d'eux qui se dit bah, en vrai, je suis fort, donc ça crédibilise mon discours. On va pas se mentir. Et la deuxième, c'est bah, il faut bien que j'ai quelque chose d'assez incisif pour faire parler. Parce que, Ouais. en vrai, on le sait quasiment tous, mais la bonne réponse à dire, c'est certes, ton expérience en tant que lifter, elle va te permettre d'avoir une expérience plus complète, mais que tu as besoin d'autres compétences que juste ta compétence de lifter pour bien programmer. Et juste, bah, tu peux faire des raisonnements par l'absurde ou des contre-exemples pour prouver par A plus B que ça marche pas. Sinon, typiquement, bah, les meilleurs athlètes du monde, ils auraient pas de coach, ou pas de coach moins bon qu'eux, ou ce genre de truc. Donc, Voilà. je pense Ouais, vraiment tout que est c'est dit. l'aspect, il faut que je fasse parler, il faut que les gens, enfin, voilà, soit tu te mets Moi, un je le petit peu à vois. dos d'autres personnes ou pas. Je le vois peut-être un peu aussi comme une réponse à des, comment dire, à des gens qui ont été peut-être un peu agressifs aussi dans leur façon d'exprimer leurs idées. Et du coup, ça devient l'argument d'autorité Ouais. en mode laissez-moi tranquille, quoi. Euh, Ouais. voilà. Bah, c'est pas Mais très bon, malin, quoi. Bah, Enfin, surtout que bah, l'expérience personnelle, par essence, c'est personnel. Donc, en quoi le fait que tu arrives toi à te faire progresser fait que tu as raison par rapport à d'autres personnes, enfin, ou sur l'expérience, hein. Est-ce que ton expérience prime sur l'expérience d'autres personnes déjà? Euh, Si en général, quand tu es un des athlètes les plus forts, c'est que, alors, pas tout le temps, mais quelque part, c'est pas une excuse, mais t'es un peu favorisé génétiquement. Donc à partir de ce moment-là, parfois être dans le cas où cette personne-là progresse sans un peu tout et n'importe quoi, et au final, bon, bah, voilà, moi je pense il y, que, a ce côté-là. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des gens, c'est des vrais grinders de la vie. Ils ont commencé bien bas, ils sont arrivés loin. Mais parfois, il y en a pas voilà, tant, ça hein. peut être le cas. moi je pense surtout Il y, que, il y en enfin, a. je pense surtout que ce qu'il faut voir aussi aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on soulignait dans, dans, dans des podcasts précédents, c'est que en fait, parmi les athlètes de haut niveau actuellement, il y a quand même des méthodologies d'entraînement qui restent extrêmement variées. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de dire cette méthodologie-là, elle est meilleure que les autres, point barre. C'est l'entraînement haute fréquence, c'est l'entraînement à basse intensité, c'est l'entraînement à haute intensité. Euh,
si on prend ce raisonnement-là, je suis fort et j'ai raison. Donc une année, on va avoir un mec qui gagne avec, j'en sais rien, un entraînement, une méthodologie d'entraînement assez classique. L'année d'après, celui qui gagne, c'est celui qui a un entraînement haute fréquence, très haute fréquence. Et l'année d'après, il repère. Donc en fait, qui a raison? À chaque fois, c'est celui qui gagne qui a raison. Tous les ans, Tous les- ça change, voilà. Tous les ans, la vérité change. Parce qu'avoir raison, pour moi, derrière, ça veut dire qu'il y a une notion de vérité. Ça veut dire qu'on a acquis une connaissance ou une réalité derrière ce qu'on prône. Ouais. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu l'humilité de se dire que, en plus, on suit quand même la FA et on est dans la FA depuis un certain temps, peut-être encore plus moi et David, mais Quentin, ça fait quand même quelques années. Et on a vu quand même énormément d'évolution au niveau des méthodes d'entraînement. Et on est tous passés par là, et on a vu plein de personnes passer par là en se disant, ça y est, j'ai compris Eureka, j'ai trouvé la méthode d'entraînement qui Ok, fonctionne. oui. Tu les vois plus maintenant. Et ensuite, on s'est tous pris des claques dans la gueule et on a vu des gens disparaître aussi ou Ouais. changer complètement leur philosophie d'entraînement. En général, ça s'accompagne, on va dire, avec l'âge d'un peu de maturité et d'humilité sur ce côté-là, c'est-à-dire de se dire, bah, ok, aujourd'hui je crois ça, mais j'ai, on va dire, la, la clarté d'esprit de savoir que demain ça sera peut-être différent. Et j'ai dit 50 fois que j'avais raison, donc peut-être qu'il faut que j'arrête de le dire à un moment. Mais après, je pense Bah, que c'est c'est sûr pareil, que hein, avec les années, peut-être qu'on va arriver à un truc plus stable, hein, mais pour l'instant, il y a quand même énormément de. Genre, tu prends la de méta. versatilité. Voilà, tu prends la méta d'il y a 2 ans, c'est pas la méta d'il y a 4 ans, c'est pas la méta d'il y a 10 ans. Donc, Puis Mais l'aspect, surtout que. ouais. Ouais, vas-y, dis. Je, Exprime-toi. je m'exprime, mais c'est juste dans l'absolu, quand j'essaie d'un petit peu détacher tout ça, c'est que si, comme Ben l'a dit, t'es obligé de répéter 50 fois j'ai raison, c'est généralement qu'il y a un problème, quoi. Parce que la plupart en tout cas des coachs qui sont mondialement connus, qui ont des méthodos bien spécifiques à eux et qui fonctionnent pour leurs athlètes comme d'autres méthodos fonctionnent avec d'autres coachs pour d'autres athlètes, bah, tu les vois pas dire j'ai raison. Ils ont leur style à eux. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans un autre podcast. Hein, ce qu'il faut avoir, être expert de sa méthode ou au contraire être un peu plus polyvalent et savoir s'aligner sur d'autres méthodos. Mais il y a un moment, enfin, nous, notre approche chez SD, c'est de pouvoir intégrer la science, l'expérience de terrain et le feedback individuel de nos athlètes. C'est notre façon de voir la programmation en tant que telle. D'autres, ils vont mettre plus ou moins Même l'accent le sur coaching, certaines. hein, de manière Ouais, voilà. générale. Ouais, voilà. Même là, Pas que la en prog. temps, même la vie en général. Enfin, je veux dire, on est plutôt de cursus ou du moins d'un background plutôt plus Ouais, moi dans la scientifique. vie, j'intègre les feedbacks de mes semblables Donc, non, et, mais leur- il y a quand et même, leurs préférences personnelles. en termes même dans la vie en général, voilà, il y a quand même des trucs qui ressortent plus, qui ressortent plus que d'autres, enfin, du moins des spécificités qui ressortent plus que d'autres. Mais si t'es là à te dire tout le temps, j'ai raison, je suis fort, écoute-moi. Donc, comme Ben l'a dit, déjà, bon, bah, preuve quand même d'un manque d'humilité quand même assez conséquent. Et puis, bah, juste. Bah, il y a un côté très condescendant et il n'y a rien de très factuel qui nous permette de dire honnêtement. je pense que. Et puis après, il faut avoir après le discernement aussi du coup, de se dire, bon, bah, ok, j'ai utilisé cette méthode, je suis arrivé là. Maintenant, ça veut pas dire que c'est la méthode qui va m'emmener jusqu'au bout et il y a sans doute encore beaucoup de choses à comprendre et à améliorer dans ce que je fais, quoi. Donc, Totalement. bon, après, voilà, je le vois plus un peu peut-être comme un cri du cœur, comme une façon un peu de se débarrasser des rageux qui pouvaient Bah, après, traîner dans les parages. quand tu es là, tu prends, je sais pas, 100 kilos sur ton total en peu de temps, tu peux vite être dans ce truc-là où tu te dis, bah ok, j'ai raison, j'ai débloqué Ouais, un truc. ouais, tout à fait. Mais c'est pas pour autant que c'est faux, hein. Moi, je pense qu'il faut un peu de temps et tout. Et peut-être, j'imagine que la personne qui a dit ça est convaincue de ça. Bon, soit, il y a aussi, comme disait Quentin, ça peut être pour jouer le jeu des réseaux sociaux, quoi. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Les gens, j'ai l'impression qu'ils abusent un peu leur take. Alors, c'est Non, peut-être mon mais. impression. Non, mais c'est pas une Voilà. impression. Enfin, bientôt, t'as des gens, ils vont dire tue ta mère pour gagner 30 kilos de total. Enfin, ils sortent des trucs indécents. Ils sortent des trucs Il y aura indécents une pour créer de l'engagement. il y aura une épidémie de darons décédés. Non, mais il y a un niveau où ils le savent, mais c'est juste parce que maintenant, il y a la dimension, vu qu'il y a la dimension du réseau, il y a la dimension du marketing, de la com qui va avec, mais en vrai, franchement, premier degré, moi, ça me fait rire.
Parce qu'on en parlait un petit peu en off, mais t'as des mecs, j'ai l'impression que genre leur plan c'est de se dire ok, quelle est la plus grosse crasse que je peux sortir pour que les gens ils soient outrés, pour que les gens ils cliquent. Et du coup ça va un peu segmenter, t'as des gens qui vont être un peu plus comme nous, qui vont se dire ah, frérot là t'abuses, et t'as des gens qui vont être en mode ouais putain il a raison ce mec. Et c'est incroyable, genre vraiment, je sais pas si c'est que, je pense, ça m'étonnerait, mais c'est pas que pour la FA française, mais quand tu regardes les réseaux, mais des fois tu as des takes, tu te dis waouh, ça marche, genre ça marche, dire des trucs comme ça marche. Et vu que c'est quand même des fois des groupes assez, enfin des personnes qui sont quand même bien suivies, faut croire que ça marche. C'est étonnant, mais voilà. Et je pense que justement, ce concept de être fort, c'est avoir raison, c'est typiquement dans cette mouvance-là. C'est être un peu clivant Ouais, ouais, pour attirer une communauté, certaines personnalités qui vont adhérer. En fait, des fois, on est plus dans des. Finalement, c'est vrai que moi, j'essaye énormément de me détacher de ça, du côté de mettre des espèces de valeurs derrière. Vous voyez ce que je veux dire, un peu derrière la Ouais. façon de coacher, de s'entraîner. oui, D'être ceux qui vont être beaucoup dans l'effort, ou ceux qui vont être beaucoup dans la réflexion, ou ceux qui vont être dans l'optimisation. ouais. Et en fait, je trouve ça hyper limitant pour les athlètes, parce que ça les enferme finalement. En général, du coup, comme on dit souvent, ils vont avoir tendance à se diriger vers des coachs, et bon, ça on peut le comprendre, qui ont forcément les mêmes valeurs qu'eux, qui représentent les mêmes valeurs ou qui les mettent en avant. Et en général, les gens vont avoir tendance à boucler un peu Mm. donc, si c'est des gens qui ont beaucoup le côté effort, la valeur de l'effort, ça va être, je vais me diriger vers un coach qui va toujours m'en faire plus, qui va toujours m'en demander plus et me dire que le progrès il passe par plus. Euh, Au final, je pense que cette valeur-là, elle bénéficierait peut-être à des athlètes qui, au contraire, sont plus dans la Ouais. suranalyse, les choses comme ça. Et inversement, l'athlète qui lui, est beaucoup dans l'effort, il gagnerait probablement à se tempérer un peu, à analyser plus ce qu'il fait, et à aller travailler avec quelqu'un qui lui apporte justement Ouais. ce qui lui manque, en fait. Et malheureusement, le jeu des réseaux, comme il est aujourd'hui, il est pas comme ça. On le voit sur tous les sujets, hein. C'est pas que sur la force, hein. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, le truc où c'est le plus évident, je pense que c'est la politique, hein. Il suffit de voir finalement Ne les rentre réseaux. pas là-dedans, Ben. Non, mais les Ouais. réseaux, je veux dire, là, je vais pas rentrer dans la politique, mais on va dire Là, les réseaux. on passe une nouvelle couche, là. C'est Vas-y. ça, c'est ça. Non, mais les réseaux, pour moi, c'est un peu un truc d'auto-renforcement, hein. C'est-à-dire que vous allez suivre les gens qui portent les Qui mêmes vous valeurs que ressemble. vous, Ouais. ils vont vous marteler toute la journée la même chose, et vous allez vous renforcer encore plus dans vos idées. Et alors, ça peut avoir des côtés positifs, mais je pense que ça, en tout cas pour l'athlète, Mm. pas mal de côtés négatifs. Bah, on revient un peu à la dimension psychologique. Après, je me dis aussi, parfois, tu as des gens qui vont bénéficier d'avoir des progs qui fit un peu leur trait de personnalité, parce que c'est un peu ça, les valeurs au final. Mais bon, est-ce qu'un trait de personnalité, c'est une justification assez forte pour orienter une prog ou un style de coaching? Mm. Bon, voilà. Bah, je pense Mais que je me dis, c'est ça qui peut expliquer, désolé, c'est ça qui peut expliquer aussi qu'après certains coachs t'expliquent que en fait tu continues de te taper la tête dans le mur en espérant que ça fonctionne, et qu'en fait tu es juste en train de te casser la tête au lieu de progresser, et qui te dit ça à longueur de journée, tu vois, par exemple. ok, bon, je pense qu'on a La fait boucle- bien 15 minutes ouais, sur un sujet Ouais. sans intérêt. Et Voilà, je- ça va être je- ça, ça va être ça les chats SD. Chat Et SD. pour boucler, je pense, cette partie-là, on faisait la blague tout à l'heure en off, pour répondre aux gens justement qui ne changeraient pas d'avis en écoutant ce qu'on a à dire, c'est-à-dire pour eux, non, je suis fort, ou cette personne est forte, et pour moi, elle a raison. Vous prenez Mike T, notre senior, notre lord à tous quasiment. Comment tu dis son nom de famille Mike Tushrer, ouais, Mike T, Mikey. qui objectivement est moins fort que les athlètes dont il s'occupe, avec des très grands noms du powerlifting. Ça reste quand même un athlète extrêmement fort dans tous les cas. Et une phrase un petit peu bateau certes, mais qui résume bien tout ça, c'est que strong people are not always good coaches, and good coaches are not always the strongest lifters. Donc Et avec mon accent très pour franchouillard, tu peux faire la traduction pour nos auditeurs chinois, s'il te plaît? chinois, je peux Attends, non, fais pas un truc raciste là.
Voilà, l'épisode s'arrête là. Non, mais tu vois, ça pourrait être une super take clivante. Il y a des gens, ils pourraient te dire, arrête de t'entraîner avec des personnes d'autres ethnies que la tienne. Genre, tu vois, ça. Bon, Non, Putain, mais les gars, si, là, si- attendez, là, on va où là? On non va mais où? c'était sur les sujets clivants. Mais bref, tout ça pour dire que nous, notre point de vue, bah, il est plutôt à l'encontre d'être fort égale avoir raison. Comme on a dit, nous, c'est plutôt l'approche qui est plutôt evidence-based. Ok, dans tous les cas. Donc, intégration de la science, expérience de terrain, feedback individuel. Et si des gens, ça leur permet de fédérer entre eux et de progresser, pourquoi pas. Mais je pense que sur le long terme, tu te prends un bon gros coup de massue parce que ce genre de truc t'amène à faire beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus au détriment du mieux. Oui, Donc, en tout cas, voilà, te renforcer, genre en entonnoir vers ce que ouais. tu crois avoir identifié comme étant la solution miracle. Euh, et ceci dit, je pense que un truc qui me paraît important de rappeler, et ça va nous faire la transition avec un autre sujet que je voulais aborder, euh, c'est que un peu ce côté Eureka, j'ai trouvé la méthodologie parfaite, qui paraît assez contradictoire peut-être avec ce qui se faisait avant ou quoi. Je pense que ça a quand même du bon voilà, que des athlètes se lancent dans des choses un peu plus exotiques, parce que je pense que dans l'histoire du power et de l'évolution des méthodologies d'entraînement, ça a quand même pas mal fait bouger les choses. Ouais. Et finalement, si on était tous à regarder la publi et dire, OK, l'entraînement idéal, c'est 2 fois par semaine, tant de séries, tel RPE, je pense que malheureusement, on aurait du mal comment dire, à gagner en connaissances et en expérience. Du coup, moi, je me suis lancé une petite expérience d'entraînement, justement. Parce que, comme je le répète souvent à chaque podcast, j'aime être mon propre cobaye. Euh, Vous le savez et vous voyez où ça me mène. Euh, mais du coup, là, c'est vrai que j'étais dans une période un petit peu particulière entre mon déménagement, finalement, qui m'a coûté en semaine d'entraînement. Euh, et euh, Là, voilà, je pars dans quelques jours en voyage pour un temps, on va dire quand même assez conséquent aussi. Et du coup, j'avais cette période entre les deux où je savais pas trop quoi faire. Enfin, vous voyez un peu l'état d'esprit, je pense. Peut-être plus David que Quentin, parce que Quentin, je sais je crois que depuis que tu as commencé la force, ça a quand même été plutôt extrêmement régulier dans tes Bah, entraînements. moi aussi, pourquoi tu dis, pourquoi tu dis Bah, ça? on a dit qu'on tirait à balles réelles dans ce podcast, donc entre nous aussi, Justement, là, le tir à actuellement, mi est j'ai la même autorisé. méthode, hein. Actuellement, j'ai la même méthode que toi, hein. Voilà. Donc, Donc, bon, bah, donc, du coup, voilà. Donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais essayer de profiter un peu de cette petite interlude pour tester quelque chose d'un peu différent qui faisait écho à ce que j'avais pu constater à la fois chez moi et chez des athlètes euh, pendant les derniers mois de 2024. Donc du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien de pousser comme un... De toute façon, bah, je sais que je peux pas pousser comme un âne, parce qu'avec le travail, les contraintes, etc., en général, ma récupération n'est pas la meilleure du monde. Et donc, de toute façon, je peux pas m'entraîner. Voilà, typiquement, moi, l'entraînement très haute fréquence, RPE 8 à chaque séance, c'est finito. Donc, donc, je me suis dit, je vais essayer de m'entraîner globalement à intensité faible, voire très faible, euh, sans nécessairement designer de blocs d'une durée qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, c'est-à-dire 4-5 semaines. Donc alors, en tout à peu près 12 semaines, je crois que la semaine prochaine ça fera 11 ou 12 semaines, que je fais l'espèce de même bloc avec 2 séances de... Alors au début j'avais 3 séances de squat, on reviendra là-dessus après, 3 séances de bench et une séance de sumo, une séance de tradi. Et en fait, je reste sur des RPE à chaque séance. J'ai pas dépassé sur aucun mouvement, alors sauf accident, mais globalement RPE 6. Donc je fais beaucoup de submax. Pourquoi j'en suis arrivé là? Bah parce que je me suis rendu compte que finalement une stratégie qui est assez répandue en power, c'est que quand on bloque, quand on a un athlète qui finalement se retrouve un peu bloqué et fatigué, etc., la stratégie c'est souvent de revenir voilà, de décharger un petit peu, de repartir de plus bas, comme on dit des fois. Et en plus, je trouve quand même que le format qui est très populaire actuellement,
de faire des blocs d'intensité croissante, en fait, on voit souvent la progression arriver en semaine 2, semaine 3, à l'issue des semaines qui étaient les plus faciles dans le bloc. Et en fait, dans les dernières semaines, l'athlète en général, il est plutôt cartouché sur la semaine 4, qui ne fait réellement de progrès sur sa force. Donc j'ai testé ça. Et alors je sais pas si vous avez eu l'occasion Mm. de tester des choses comme ça. Honnêtement, et je reviendrai après sur les leçons que ça m'a apporté, parce qu'au-delà de la progression, je voulais voir justement un petit peu ce qui se passait. Et, euh, et je suis agréablement surpris. Donc, je suis agréablement surpris. Alors, je peux pas dire que j'ai fait des PR parce que c'est pas le cas, parce que je repartais de beaucoup plus loin. Mais on va dire que dans le côté, le, il n'y a pas d'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que tu viens à l'entraînement, tu sais à peu près ce que tu vas faire, tu as une certaine latitude vis-à-vis du RPE, c'est-à-dire que bah, tu n'es pas là à savoir est-ce que j'étais 6,5, 7, tu sais que tu étais entre 3, 4, 5, voilà, parfois 6. Et, euh, et c'est une expérience intéressante et je pense que je vais la, la continuer jusqu'à la fin de l'année, parce que bon, du coup je rentre vers mi-mai. Et l'objectif, j'espère remonter sur le plateau d'ici la fin de l'année. Et je pense que je vais le faire comme ça, parce en termes de physique et en termes psychologiques, je pense que c'est ce qui me correspond le mieux actuellement. Mm. Ouais. Ouais. Pour ça, Bah écoute, vas-y, David, si tu veux. merci, merci Quentin. Je t'en prie. Non, bah écoute, moi je suis un peu d'avis comme toi, quand des nouvelles contraintes dans la vie s'imposent, de réagir à ce moment-là. Et voilà, on le rappelle, c'est pas des tests que tu fais comme ça un petit peu au hasard, hein. Tu réagis un peu à des nouvelles contraintes. Et moi, par rapport à ça, bah, ce qui m'a amené récemment à adopter et à c'est-à-dire je sais plus quel mot j'allais utiliser, mais à me remettre un petit peu dans les faibles intensités, les faibles RPE, c'est bah, des contraintes notamment liées à mon travail où bah, j'avais des horaires où je manquais toujours un peu de sommeil et tout, donc nécessairement, je n'étais pas toujours disposé à faire des hautes intensités et tout. Du coup, bah, moi, c'était plus pour gérer un petit peu ma semaine et un peu primer en fin de semaine, c'est-à-dire essayer d'avoir de mettre mes grosses performances, mes grosses intensités en fin de semaine et plutôt être en début de semaine sur des basses intensités. Mais même comme ça, il y a eu une grosse période où je faisais que de la basse intensité. Peut-être ça a duré 2-3 blocs comme ça. Et pareil, agréablement surpris. Mais en même temps, comme toi, j'ai pas sorti de PR, mais je suis arrivé sur un très bon niveau en sachant que j'ai perdu plus de 20 kilos dans ce même laps de temps-là. Enfin, pas en 2-3 mois, mais j'étais sur la fin de ma perte de poids. Donc, c'était vraiment vers la fin où manque de sommeil plus déficit calorique, Et ça tape, un hein. peu chronique. Ouais, bah, mine de rien, j'ai quand même réussi à sortir des perfs qui étaient pas loin de mes PR, mais mes PR de 20 kilos au-dessus de mon poids de corps, Oh, quoi. moi, je pense que j'assassine quelqu'un, hein. Moi, tu me fais pas dormir et tu me mets en déficit de 200 kilocals. Je finis un paquet de clopes, hein, sinon je tue quelqu'un, hein. Et du coup, j'ai fini par tuer quelqu'un aussi. Bref, non, agréablement surpris. Et surtout, ça m'a fait. Toi, encore Ben, tu parlais du fait que tu as moins de pression ou de. Voilà, tu es moins là à te poser la question est-ce que j'étais un bon RPE et tout. D'une part, il y a ça, parce que quand tu te programmes des sub 6, au final, que tu sois RPE 4 ou RPE 5, est-ce que c'est vraiment grave alors que quand tu te Mm. programmes des RPE 8, on va dire que si tu dépasses, que tu es RPE 9, Mm. peut-être qu'il y aura plus de conséquences sur la fatigue. Donc il y a ce côté-là que tu as abordé. Et moi, ça m'a permis de me détacher complètement des charges à l'entraînement. J'ai eu ce côté-là un peu. Et Ouais. dès lors que j'ai réintégré des hautes intensités, je suis revenu un petit peu dans une méta un peu où voilà, j'étais plus. Concentré sur la perf. Voilà, j'avais plus tendance. Si par exemple, un truc tout bête, hein, je suis à la salle, j'ai le choix entre mettre 100 et 110 au bench par exemple, je me trouvais toutes les excuses du monde pour mettre 110, quoi. Ouais. Alors que objectivement, alors oui, alors c'est pas des. Je mettais pas des charges que j'allais potentiellement rater, mais au lieu d'être RPE 7, je finissais RPE 8-9, quoi. Ouais, en fait, Ça au m'est lieu d'être arrivé. d'être concentré, et c'est ça souvent, je pense qu'il faut se replacer un peu dans cette optique-là, c'est de se dire, c'est pas qu'est-ce qui me fait plaisir ou qu'est-ce qui va me rassurer de passer aujourd'hui, mais c'est qu'est-ce qui C'est constitue ça. le bon Ouais. stimulus pour être plus fort la semaine suivante, puis la semaine d'encore après, etc., Et etc. puis dans 2 mois, etc. Et Donc on voilà. en revient encore une fois au fait d'exécuter sans. Bon, c'est facile à dire, hein,
souvent, on entend être un robot et tout. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais je pense que au final, on reste quand même des humains. Des fois, on a envie de faire des trucs. Il y en Ouais. a qui arrivent à se modérer plus que d'autres. Moi, je sais que c'est par période. Et souvent, quand je commence. Alors, par période, c'est pas pendant un mois où je fais n'importe quoi, hein. Souvent, je vais me dire, bon, allez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de lourd. Des trucs débiles, hein, les gars, hein, vraiment des trucs complètement. Après, c'est l'essence du Voilà. sport aussi, quand même, de forcer, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Ouais. moi, Ouais, ça mais m'a. tu vois, quand t'es dans une période comme ça où t'es en déficit, que machin et tout, que t'es en manque de sommeil, Ouais. en J'avoue que vrai, t'as des grosses baloches, quand même. Ouais. je vois pas à quel moment tu te dis je vais progresser dans ces conditions, en fait. Bah après, Ouais, si non, t'as mais. vraiment réussi à juste faire partir de la flotte ou du gras majoritairement, théoriquement, tu peux Oui, Oui, après, espérer je dis après, sortir mais il y a à quand peu même pas mal de près. fatigue Ouais, après, il y a d'autres qui trucs. rentre en jeu. ouais, je pense que c'est. En vrai, le déficit, ça allait, mais c'était surtout le manque de sommeil en début de semaine, là. À part le samedi, sinon tout le reste de ma semaine était un peu sous Mm. 5 heures de sommeil, alors que j'ai l'habitude de dormir 8 heures. Et 5 heures cumulées à la fin de la semaine, il te manque une nuit de sommeil limite. Ouais. Donc c'était un peu ça la méta dernièrement. Je Bah, vous Mais, rassure, ça va mieux. du coup, faut... je voulais juste revenir un peu du coup sur les questionnements et un peu déjà les premières conclusions que je tire d'expérimentation. Parce que du coup, la première question évidente qui peut se poser, c'est est-ce que ce régime d'entraînement, il est suffisant pour stimuler une progression, quoi, pour créer une progression? Euh, et en fait, je pense que si j'avais été dans une optique voilà, je m'entraîne entre guillemets normalement, c'est-à-dire pas dans ce contexte de cette petite expérience où je m'étais imposé un peu dès le début de un peu comme pour une perte de poids de ne pas lâcher, de continuer comme ça jusqu'au bout. Euh, il y a eu des phases en fait de stagnation pendant genre 1 ou 2 semaines. Alors j'avais pas établi de règles précises sur ce qui me permettait d'augmenter les charges parce qu'il y avait quand même les RPE. Mais en général, j'essayais en début de semaine de me préfixer des charges et d'ajuster vraiment à la marge. Et, euh, et je me suis aperçu que, qu'en fait, des fois, c'est vrai qu'on a toujours un peu la logique avec Emerging Strategies de base. Il nous Ouais. reste un peu ça de Mike T, de chercher à. Alors, soit parce qu'on est dans la logique Emerging Strategies, soit parce qu'on est dans la logique des RPE croissants, des intensités croissantes, d'augmenter en fait la charge de travail ou la charge sur la barre de semaine en semaine. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a pas mal de points dans le bloc euh, où la charge stagnait pendant 2 3 semaines avant de faire un bond euh, en alternance entre les mouvements. Donc il n'y avait plus cette notion nécessairement de linéarité dans la progression. Et ça, c'était assez intéressant parce que je pense que avec une logique d'il y a encore quelques temps et sans être dans cette expérience, je me serais dit, en fait, ouais, c'est logique, j'ai pas progressé depuis 2 semaines parce que je m'entraîne pas assez. Et en fait, d'un seul coup, j'arrivais une semaine et je pouvais rajouter 5-10 kilos au même RPE. Euh, donc ça, c'était un premier enseignement que finalement, même avec de l'expérience, on s'attache peut-être trop à la linéarité dans la progression et on suranalyse. En fait, on analyse trop tôt. On est trop dans la réaction, souvent, je pense, à ce qui se passe à l'entraînement. Alors qu'en fait, des fois, il faut être capable d'attendre 2 3 semaines. Alors bien sûr, je vous dis pas d'attendre un an. Si vous stagnez pendant un an, effectivement, il y a sans doute quelque chose qui va pas. Mais faut pas attendre ce résultat peut-être immédiat en disant cette semaine j'ai pas pu mettre 5 kilos de plus que la semaine dernière ou qu'il y a 2 semaines. Il y a quelque chose qui va pas dans ma programmation. En fait là finalement même avec une stimulation qui était assez minimale, j'arrivais quand même à avoir une progression et un retour vers les meilleures performances dans ce contexte-là. Et puis surtout une progression à moindre coût de Aussi, fatigue aussi. et de prise de tête, en fait. C'est ça l'avantage, euh, le vrai avantage d'une telle façon de procéder, c'est qu'au final, oui, pour les nerds du travail, du trabajo, comme on dit. Bon, bref, ceux qui sont dans l'état d'esprit, le travail paye, tout ça, ils vont te dire, mais attends, t'es là, tu fais RPE 3, tu t'entraînes même pas dur et tout. Bah, si ça te permet de progresser, encore une fois. Ouais, pour moi, en fait, alors bien sûr, il y a toujours un plaisir à s'entraîner, il y a un plaisir à forcer, sauf qu'en fait, quand tu arrives dans. Alors, pour moi, l'objectif du sport, quand même, c'est, enfin, en tout cas, on va pas se mentir, le plaisir, il passe quand même euh, par la progression au moins à moyen ou long terme. Et finalement, moi, je traite ça un peu maintenant comme un rapport un peu euh, bénéfice-risque, quoi. C'est-à-dire que l'entraînement, le bénéfice, c'est la progression. Le risque, c'est soit l'absence de progression, soit la fatigue, soit la blessure, soit le découragement même, hein, comme on le voit chez pas mal de pratiquants quand même au bout d'un certain temps. Donc
si j'augmente la dose d'entraînement, surtout passé un certain stade, il faut que ça soit pour des bénéfices potentiels, on va dire, au moins pas garantis, parce qu'il n'y a jamais de garantie, mais on va dire, il faut que j'ai des bonnes raisons de croire que ce que je fais en plus va m'apporter quelque chose et pas me faire basculer uniquement du côté risque, quoi. Et je pense qu'il Ouais. y a pas mal de pratiquants qui gagneraient peut-être à réfléchir un peu plus de cette façon. Parce que quand tu es dans une approche, alors là c'était assez minimaliste et on va voir ce que ça donne sur le reste de l'année, mais quand tu es dans une approche justement un peu plus raisonnable, rien ne t'empêche d'augmenter. C'est beaucoup plus facile Bah, moi, d'augmenter quand tu es dans moi une approche justement, raisonnable. justement, c'est l'interrogation qui me reste un peu encore avec cette méthode, enfin, cette façon de faire, c'est plutôt à quel moment tu te dis, ok, là, je vais pouvoir tenter quelque chose. Parce que, bon, il y a un moment, il faut progresser, il y a un moment, voilà, on peut pas faire du RPE 3 toute l'année sans jamais. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, si à un moment tu veux tenter un PR, il y a un moment, tu vas devoir te mettre dans le rouge. Ouais, bah après Et. tu vas te mettre dans le rouge Enfin, euh, dans le rouge, enfin, sur le voilà, mouvement, après pas forcément sur tout le tenter reste. un PR, ça veut pas dire passer par une phase de pic où tu vas faire des RPE 9 pendant 4 semaines, tu vois. Je Oui, pense mais voilà, mais que à quel moment tu te dis, ok, là j'ai fait, je sais pas, 4 semaines de RPE 5, est-ce que la semaine pro je fais RPE 9, j'ai un truc? Est-ce que, enfin, tu vois, peut-être qu'il oui, faudrait comment justement, t'as dit, comment tu transitionnes de comment, ça c'est ça, c'est ça ça. justement, c'est une bonne question. J'avoue que j'y ai pas encore trop réfléchi. On reviendra peut-être un peu aussi sur parce que là, du coup, effectivement, je vais me déplacer au championnat de France junior ce week-end. On parlera aussi de peut-être de la préparation de Emma pour les championnats de France, où on a été beaucoup plus conservateur en termes d'intensité que ce qu'on a pu faire par le passé, ou ce qu'elle a pu faire, ou ce que globalement les gens font en général. Alors, on peut pas, du coup, on verra le résultat, hein. Le résultat, il est pas du tout garanti, surtout que je pense on essaiera de faire un débrief avec elle aussi pour justement parler de tout ce qu'on a traversé un peu depuis les championnats de France Open et de ce qui a motivé les décisions. Mais moi, je pense que cette transition, elle est pas forcément aussi coûteuse ou en fait, la préparation pour un. Ah, je vais pas te dire que là, si je devais faire un max demain au squat, par exemple, j'aurais pas des difficultés. Je serais peut-être pas puni par la charge à laquelle je suis pas habitué. Mais je pense quand même qu'en fait, quand t'es fort, la transition vers un pic ou un PR, elle est pas si longue ou pas si difficile que ça. Ouais, C'est un peu ouais, je pense que, mon feeling aujourd'hui, ouais, mon expérience. Et je pense que souvent les gens ont trop ce besoin en fait de se rassurer sur plusieurs semaines, de se dire ah bah là c'est bon, je suis prêt, j'ai fait ma troisième barre, voire même plus que ma troisième barre, c'est bon, je suis prêt pour faire un PR. En réalité, quand t'es fort, t'es fort. Moyennant une ou deux séances d'exposition à des intensités plus élevées, sauf problématique particulière, je pense que ça le fait quoi. Et je pense qu'il y a pas mal d'athlètes ouais. même de haut niveau euh, qui restent Après, très loin de ce qu'ils font le jour J à l'entraînement. ouais, il y a eu quand même des cas, moi je me souviens de certains athlètes qui s'étaient préparés à des compes en faisant limite des fois 8 quoi. Ça s'était pas trop mal passé. Après, il y a probablement des athlètes qui bénéficient de s'exposer à au moins des singles, un RP au moins 6 7 8 je dirais, peut-être un petit peu avant une compétition, ne serait-ce que, pourquoi pas, calibrer un peu la technique, etc. Moi, de mon expérience, voilà, comme j'ai dit, dès que je suis passé sur du lourd, après cette période où j'étais un peu plus faible en intensité, ça s'est pas forcément bien passé. Donc en fait, je me dis, est-ce que c'est pas finalement une bonne méthode pour, j'allais dire stagner, mais pour maintenir ses gains et de temps en temps faire des petits PR ou RPE, mais rien de très concret, on va dire. Je sais pas, après faut voir On- aussi comment tu l'as implémenté. Peut-être aussi que le problème c'est que si tu passes d'un entraînement où tu es à basse intensité à un entraînement à plus haute intensité, et quand je dis intensité, je parle pas que du poids de la charge sur la barre, mais aussi de l'intensité de l'exercice, donc du RPE, etc. Euh, Peut-être que finalement, si tu le fais sur plusieurs semaines, bah, tu vas accumuler une fatigue à laquelle tu n'étais pas habitué. Et ça se trouve, tu aurais peut-être mieux performé au tout Mm. début qu'au bout de 3 semaines où tu es passé de faire des RPE 5 à des RPE 8 assez rapidement, quoi. Donc, honnêtement, j'ai pas encore trop de recul là-dessus. Je pense quand même qu'effectivement, si vous préparez une compétition, il y a quand même intérêt à s'exposer pas forcément en termes de RPE, mais en tout cas en termes de charge absolue à des points un peu plus importants.
euh, mais peut-être sans en faire trop, quoi, et sans penser que vraiment ça va être le facteur limitant au niveau de la préparation. Yes. Bah, je pense que ça peut nous amener au point de l'entraînement à très haute fréquence, vu qu'on parle un peu de stratégie d'entraînement. Ouais, Là, récemment, on voit beaucoup de gens sur les réseaux prôner un petit peu la très haute fréquence, voire soit s'entraîner tous les jours, soit faire du SBD tous les jours, soit 5 6 fois par semaine. En général, ce qu'on va retrouver, c'est un peu, je fais tout le temps du SBD. Euh, alors évidemment, il y a une notion de gestion de l'effort aussi, hein, vu qu'on en parlait là. C'est pas du SBD ouais, RPE tous les jours, parce oui, que je voilà, pense que ça a pas mal c'est... évolué, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'ai été un des premiers à l'école Corentin Clément au début, quand il était au début de sa carrière, si on peut dire. Euh, j'ai travaillé avec lui et je m'entraînais du coup à très haute fréquence. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas cette notion de gestion de l'effort en fait. C'est-à-dire que la très haute fréquence, c'était je fais des séances où je monte RP8, au moins 7, du coup au Bon, squat, 4 là, 5 6 fois par semaine. tu parles de ton coaching avec Corentin Clément qui était en 2016-17. Je crois que tu Ouais, as été ouais, son tout premier athlète. 2018, ouais, je crois. 2018, Mm. on faisait ça, même le bench, c'était un peu pareil. Enfin, alors quand je dis que toutes les séances n'étaient pas forcément RPE8, mais c'est vrai qu'il il y avait pas ce côté gestion, périodisation au sein de la semaine. Comme on peut le voir aujourd'hui, bah, je pense que c'est ce qui fait, c'est ce que d'autres font aussi. Et, euh, et Mais je peut-être trouve que que ça a plus de sens, personnellement. oui, oui, et puis ça s'intègre aussi un peu avec bah, la réflexion qu'on vient d'avoir et ce qu'on vient de Ouais. discuter sur les RPE faibles. Peut-être que justement, l'avantage de ces RPE faibles, si ça constitue un stimulus suffisant pour la progression, peut-être qu'on peut gagner justement à l'implémenter plus fréquemment. Donc je pense que c'est des choses, peut-être qu'on a discuté, hein, que tu pourrais essayer dans les temps qui viennent, que moi aussi je pourrais essayer. Euh, ça paraît moins bourrin et comment dire, moins dénué de sens que ça pouvait l'être dans sa conception de départ, quoi. Ouais, bah, alors, moi, là où je vois enfin, là où j'avais un problème au tout début, quand c'est revenu un peu sur le devant de la scène, c'est que c'était directement, on prenait le SBD 7 jours sur 7. Ah oui, ouais, Alors, voilà, parlons-en. dans l'homme moyen, je pense qu'il n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Après, on va me dire, oui, mais si tu as des ambitions, il faut être à la hauteur de ces ambitions. C'est réussi, mais on va pas se mentir. Les gens qui travaillent et tout, je pense pas que être sous SBD 7 jours sur 7, ce soit très réaliste et réalisable. Après, ça n'empêche pour moi, il y a quand même du bon à en retirer de ça, c'est que bah, ça ne nous empêche pas de faire peut-être 4 SBD dans la semaine, tout en gérant les intensités, etc. En général, honnêtement, on n'est pas obligé, enfin, quand tu as des SBD où tu vas, admettons, ton max c'est 300, tu vas mettre 180 sur la barre, bah, ça va Oui, vite, hein. Tu peux plier ton squat en 15 minutes, hein, honnêtement, hein. Tu fais ton un SBD SBD, en 1 heure, ça peut le faire. un SBD n'est pas un SBD, hein. C'est-à-dire que Euh, un SBD très submax versus un SBD Voilà. all-in du samedi, c'est pas du tout le même engagement, la même fatigue. Et pour moi, c'est pas. D'ailleurs, un peu dans mon expérimentation actuelle, là, au final, je me retrouve à faire quasiment 3 SBD par semaine, plus ou moins, euh, par confort, et la fatigue générée est pas énorme parce que l'intensité est pas énorme, quoi. Donc c'est une façon finalement de pouvoir pratiquer de façon spécifique, tout en étant, on va dire, respectueux de ses limitations. Mais justement, C'est ça. j'allais venir là-dessus, c'est que là, donc très récemment, j'ai fait le championnat de France, qui n'était pas forcément très bien passé, on en avait parlé ensemble d'ailleurs en vidéo. J'ai eu une compétition là ce week-end dernier. Euh, Mes conditions pro font que actuellement, avec mon travail à l'hôpital, etc., SD et d'autres trucs à gérer à côté, forcément, bah, j'ai beaucoup moins de temps à louer de ce que je faisais avant, où j'étais performant, entre guillemets. J'avais quand même un aussi bon total et j'arrivais à faire des compétitions avec un niveau plutôt convenable, ce qui est plus forcément trop le cas maintenant. Et actuellement, justement, vu que je suis en auto-coaching pour le moment, je me suis dit, ok, j'ai pas énormément de temps, j'ai pas énormément de ressources à louer, et en même temps, j'aimerais conserver un niveau décent pour quand j'aurai un petit peu plus de temps pour pouvoir re-enchaîner sur des prépas plus classiques, sur des schémas qui ont fonctionné pour moi.
Donc moi, il se trouve que des programmations type Emerging Strategy, ça marche plutôt bien sur moi. Je suis un Doberman, ça me dérange pas de refaire en boucle. Tant que l'incrémentation permet de progresser, moi, globalement, ça va, je me blesse très peu, je récupère assez bien. Donc voilà, j'ai pas mal de chance de ce côté-là, en tout cas. Ce qui, je pense, m'a permis d'arriver assez rapidement à un niveau décent, donc dès ma première année de pratique, être au championnat de France, etc., et de les faire depuis tous les ans, jusqu'à maintenant, jusqu'au novembre dernier. Donc je pense que c'est ça qui m'a quand même globalement fait gagner beaucoup de temps, c'est pas de me blesser. Là, j'ai opté du coup pour une méthode où j'ai 4 séances semaine, j'ai 4 SBD, mais à, donc à périodisation, c'est-à-dire que j'ai aucun RPE qui dépasse les 6. Donc j'ai à chaque fois mes SVD avec à la fin un renfort spécifique sur des parties, enfin des portions des muscles que j'estime être plus défaillants que les autres, voilà, pour essayer de Les récupérer un peu strength d'homogénéité. limiters, les Exactement. fameux. Donc de mon côté, ça peut être épaule ou ça peut être d'autres points clés ou du travail de mobilité, etc. Je prends un peu plus de plaisir à le faire qu'avant parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même des bons gains, surtout sur la partie squat. Mais bon, ça après, ça reste peut-être plus psychologique ou quoi, mais du moins, ça me détend, donc c'est déjà ça. Et du coup, au final, ben, j'ai mixé un petit peu cet aspect ben, SBD only, quasiment, avec la méthode que vous énonciez précédemment, Ben et David, justement, où ça me permet de garder le cœur du sport, donc la spécificité, parce qu'au final, ben, j'ai 4 squats, 4 bench, 4 terres, mais avec des variations. C'est-à-dire que quand je dis des terres, par exemple, je peux avoir un RDL. Je peux avoir un deadlift jambes tendues. Je peux avoir un sumo classique. Voilà. Le bench, c'est pareil. Même en termes d'amplitude de range rep, etc., ça va osciller entre du x3, x4 jusqu'à du x10. Donc, au final, ça me permet de garder le cœur du sport et la spécificité qui va avec. Et en même temps, bah, comme on l'a dit, en fait, c'est que moi, avec un max au squat, je sais pas, j'ai une bêtise à 2,80 environ. Bah, là, par exemple, typiquement, mon dernier squat que j'ai fait, je suis monté maximum à 120. Donc moi, mon SBD, je l'ai torché en 1h10. 1h10, après je suis allé faire des pas et c'était fini. Mec, 120, 120, tu fais même pas de warm-up. Hein. T'arrives, tu mets 120, tu fais tes séries. Ouais, mais bon, c'était... Ta première série fait office de warm-up. Non, mais quand même, parce que je voulais accumuler un petit peu, j'appelle ça de l'accumulation invisible, De la... entre guillemets. C'est de me forcer à faire des warm-up avec 5 à 8 reps, etc. Et du coup, si tu fais genre juste barre à vide, puis 60, puis 80, puis 100, bon, au final, à la fin, certes, tu t'es arrêté à 120, donc 120 en squat pour un mec qui en squat plus du double, c'est rien, en soi. Mais ça fait quand même accumuler un petit peu de trucs, et ça m'aide aussi parce que là, j'essaye de, on va dire, faire la fissure, dégraisser un peu. Donc ça me permet d'allier un petit peu tout ça, de garder un peu de la spécificité quand j'aurai plus de temps pour repartir sur une prépa, parce que c'est quand même ce qui me plaît dans ce sport-là, on va pas se mentir. De pas me fumer au sport et juste être déçu de moi parce que ben je peux pas afficher le niveau que j'affichais avant, ce qui est tout à fait normal, parce que ben moins de pratique, moins d'énergie, bref moins de tout et en même temps de continuer à pouvoir stimuler des zones où je mériterais justement d'être plus musclé entre guillemets parce que la technicité, les patterns techniques c'est très bien, mais en attendant si vous êtes chétif à la mort, vous serez pas fort, hein, on va pas se mentir, hein. Pour ça que t'as des go muscu qui ont jamais fait de FA, ils te fument au bench ou ils peuvent te fumer au deadlift. Encore que le deadlift c'est un peu particulier quand même, mais bah c'est juste pour ça aussi. Donc pour moi c'est le meilleur entre tout, entre guillemets, j'allais dire entre deux, mais il n'y a pas que deux facteurs, mais c'est le meilleur entre tout que j'ai trouvé actuellement pour, Meilleur compromis, ouais. ouais, voilà, Bah, arriver à tout caler. ouais. Voilà. Je vois, ouais. Bah, encore une fois, tu es là, tu réagis à des contraintes et tu fais un petit peu au mieux. Voilà. Moi, je pense que l'un des avantages qui peut être mentionné aussi de l'entraînement à très haute fréquence, particulièrement sous le format je m'entraîne tout le temps avec des SBD, c'est que je pense que ça peut offrir une meilleure gestion de la fatigue sur chacun des lifts. Alors, euh, tout simplement parce qu'en fait, on supprime un peu tout le reste et au final, on saura beaucoup plus facilement analyser Mm. d'où vient cette fatigue, comment je peux primer un mouvement dans la semaine, etc. Ouais. Sans que tu sois limité par des renforts accessoires. Parce que Ouais, voilà. voilà, fut un Bon, temps où j'essayais de faire une c'est- recomposition homogène, bah en fait, tu peux pas savoir si, j'ai une connerie, mais le coucher alter, en fait, il te fume pas le bench du lendemain, quoi. Donc là, au moins, ça enlève des variables autres que les mouvements de compétition. on va dire que ça devient l'analyse est un peu facilitée à ce niveau-là. Après, j'ai aussi vu des takes parfois où c'était
je trouvais que c'était un peu trop. euh, voilà, ça méritait plus de réflexion. Je pense qu'on allait un peu dans de la suranalyse un petit peu parfois. Ah bah ça, de toute façon. C'est un peu, c'est un peu la vie où ce qui m'est resté en tête là-dessus. Typiquement, gérer les courbes de fatigue, tout ça, tout ça. Il faut savoir que les courbes de fatigue, c'est quelque chose de. Enfin, le modèle SRA, Stress Recovery machin, Adaptation, c'est quelque chose qui est vrai, mais Bah, c'est un modèle. c'est un modèle, voilà. C'est un C'est modèle pas aussi beau, c'est qui pas est aussi pas. parfait. Non, mais c'est surtout un modèle qui est pas basé sur des données d'entraînement de sportifs, qui a été, je pense, beaucoup extrapolé. Et, euh, et alors, justement, sur la fatigue, petit aparté pour revenir un peu sur mon expérimentation, parce que je pense que c'est là-dessus aussi que ça m'a appris pas mal de choses. Euh, Souvent, quand on s'entraîne typiquement avec des intensités croissantes ou qu'on a des séries plus intenses dans la semaine, on va avoir tendance à attribuer la fatigue à l'overshoot ou au fait que la semaine était globalement plus difficile ou au fait que après évidemment quand il y a des contraintes particulières, quand il y a du manque de sommeil, des choses comme ça, on fait le lien, mais un truc de la même façon que la progression que j'ai pu observer n'était pas linéaire, euh, la fatigue était aussi, les épisodes de fatigue, que ce soit de la fatigue musculaire ou de la fatigue, alors vous doutez bien que la fatigue musculaire, j'en ai pas eu des masses hein, avec ce type d'entraînement, Tu vas pas nous faire gober ça, Ben. mais quand même. Et, la fatigue générale, en fait, elle était hyper imprévisible. Malgré le fait, même sur des semaines où finalement mon quotidien était assez régulier, euh, c'est-à-dire que bah, malgré le fait que je maintenais plus ou moins les mêmes charges ou les mêmes RPE d'une semaine à l'autre, j'ai eu des semaines où d'un coup j'étais fatigué. euh, et des semaines où au contraire l'entraînement était, enfin la fatigue était très faible, ce qui était plutôt cohérent avec l'entraînement. Et donc, en fait, cette expérience, elle m'amène un peu à me dire qu'en fait, sur tous les plans, on a tendance à suranalyser les choses. Dès qu'il se passe quelque chose, on va toujours chercher un facteur causal dans l'entraînement, dans la récupération, etc. Alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup qui nous échappe. Et Oui. évidemment, par contre, sur ces dernières semaines où on va dire que ma charge mentale, elle a un peu explosé avec le travail, d'autres sources de stress, des choses comme ça, et ben même avec cet entraînement qui est assez facile, bah, j'ai réussi à développer des douleurs au genou que je gère tant bien que mal. Ouais, non, mais bon, après, c'est pas catastrophique. Je veux dire, je peux m'entraîner, j'ai juste dû adapter 2-3 trucs. T'as une Mais grande c'est pour distance, dire que. Mais c'est pour dire non, en plus, les genoux, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de difficulté aux genoux. Je m'attendais plutôt à la limite à un retour de la douleur à la hanche, qui est celle qui m'a vraiment Ah, handicapé sur les je dernières années. confondais peut-être avec hanche en fait. Ouais. Ben, il guette Ouais, tous en les jours genou, les c'est pareil. douleurs. C'est pareil, hein, en Mais, genou. mais en fait, c'était assez rigolo parce que donc au début, C'est rigolo d'avoir mal. non, mais j'ai eu des semaines finalement où, malgré l'entraînement faible et des bonnes conditions de récupération, j'ai eu de la fatigue. D'autres où les conditions de récupération étaient moins bonnes et pour autant, j'avais absolument pas de fatigue. Et à la fin, finalement, avec cet entraînement qui est quand même ultra léger par rapport à ce que j'ai pu avoir l'habitude de faire dans le passé, j'ai quand même réussi à développer des douleurs. Euh, et donc en fait, je me demande si en fait on a cherché à normaliser entre guillemets l'entraînement avec les RPE, avec les intensités croissantes. En fait, on n'a pas une fois de plus l'impression d'avoir beaucoup plus de contrôle que ce qu'on a. Et on n'est pas toujours dans essayer d'interpréter des micro-changements d'une semaine à l'autre, alors qu'en fait, on n'a pas les déterminants de ces réactions entre les mains, quoi. Et pour. Ouais. Et juste avant Ouais, que vas-y. Quentin, J'allais conclure le juste sujet justement. je vous rappelle que Ben s'est blessé en éternuant. Voilà, il nous parle de blessure RPE5 finalement. Est-ce que c'est étonnant? Non, mais en vrai, je suis Cet homme n'est d'accord. pas fait pour ce sport. Non, mais en vrai, il a soulevé un point On verra à la intéressant, fin de c'est l'année. qu'on a, on a toujours tendance à analyser Ouais. les micro changements, tout ça, et au Bah, final, je pense vraiment moi, que si j'avais pas on l'a essayé répété à de nombreuses reprises. Ce qui est important, c'est d'analyser les tendances, Ouais. et c'est bien pour ça qu'on dit ça, c'est parce qu'au final, analyser les micro changements, les petits trucs qui vont se passer à l'entraînement et tout. Ça amène souvent à prendre des décisions qui sont pas les bonnes et à changer Et le plan à se alors qu'au pisser dans le final, crâne et à penser un truc alors que pas du tout. Ouais, Mais ouais. pour conclure sur le sujet sur l'entraînement du coup on à est là, on haute réagit à du fréquence. bruit. Ouais. Moi, le pipi dans le crâne, je préférais. Je le dis souvent à mes athlètes, Antonin d'ailleurs, très fort. Il
se reconnaîtra peut-être qu'il y a ce championnat de France là qui arrive, mais c'est exactement ça. Et surtout, de souvenir encore une fois, alors je l'ai dit pour Mike T, mais c'était Bryce Lewis, si je dis pas de conneries, qui disait que ça marche si ton athlète, au final, il est prêt pour ça, c'est-à-dire l'intensité à haute fréquence, et surtout s'il l'apprécie. S'il a les capacités, que ce soit de récup, de temps, de tout ce que tu veux, et que c'est un type de format qui trust, dans lequel il va prendre du plaisir et il va s'y projeter à fond, bah franchement, il y a très peu de raisons que ça marche pas. À part si t'as pas de chance et t'as un mec qui les fait en coquille d'œuf, hein. Mais franchement, il y a très peu de raisons pour que ça ne marche pas. Et cette méthode, justement, a contrario, le travail justement excessivement léger, dont on parlait juste avant avec ce que Ben et David ont eu l'occasion de faire pendant pas mal de semaines, c'est le genre de méthode que j'ai voulu en mettre en place beaucoup de fois parce que j'estimais que les conditions étaient semblables à celles de Ben et David justement, et même les miennes actuellement. Et j'étais tellement face à des athlètes qui ne trustaient pas cette méthode que j'ai été obligé de partir sur un truc un peu plus classique. Même si j'ai essayé de biaiser en recalant des RPE constants ou quoi, relativement bas, donc de faire des redondances de semaine à une autre, parce que si ton athlète ne veut pas, ou n'y croit pas, ça sert à rien. Hmm. Ne forcez Ouais. pas la méthode. Trouvez un entre-deux, c'est votre travail de toute façon, hein, on vous paye, on nous paye pour ça. Trouvez un entre-deux pour qu'il allie à la fois quand même le trusting et le plaisir, mais aussi les facts qui font que ton athlète va progresser. Mais Ouais, là, cet donc entraînement... mettez du chocolat dans les carottes pour que les enfants les mangent. Voilà, c'est ça. C'est les beurres dans beurre, épinards. Non, ça n'a rien à voir. Bah si, tu mets du beurre... si, tu mets du beurre et les épinards, ils ont meilleur goût, frère. Voilà les gars, c'était le premier chat SD. Ouais. On va s'arrêter là. Non mais sérieusement alors juste dernière chose pour conclure là-dessus aussi, ce que cette expérience m'a permis aussi de réaliser, mais en réalité on le sait tous, mais en fait c'est vrai que des fois d'avoir j'allais dire des données objectives, c'est pas des données objectives, hein, c'est pas des données dignes d'une étude clinique, mais là ce que j'ai pu constater aussi, c'est que finalement le plus gros, on va dire la plus grosse menace à la performance et à la progression, ça reste quand même la charge mentale et l'anxiété. C'est- En fait, passer un stade, en fait, il n'y a plus rien, il y a plus moyen de se sauver. En fait, tu peux plus descendre. Tu peux continuer à baisser l'entraînement et tu serais capable de commencer à développer des douleurs avec 100 kilos au squat ou Comme à 60 l'approche des kilos au bench, quoi. compètes. À Alors, c'est justement exactement là que j'allais en venir. Ah, Du coup, sur la fin de préparation là, de Emma pour les championnats de France, euh, une grosse difficulté qu'on avait eue sur les championnats de France Open, en fait, c'est que elle s'était mis, et ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec elle, énormément de pression sur le dernier bloc d'entraînement. On avait fait 2 blocs d'entraînement avant ça c'était globalement super bien passé. Et en fait, dernier bloc d'entraînement, la pression en fait faisait que la pression qu'elle s'est mise a dégradé son sommeil, a dégradé ça. Et en fait, les performances chutaient. Et c'est assez parce on a le fitness score du coup qui a été inversement corrélé à l'évolution enfin non, qui était corrélé pardon à l'évolution des performances vers le bas. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui souvent on a un peu l'idée du taper. Vous voyez un peu le conception du taper. Le taper, c'est la surcompensation. On a fait le picking, on s'est donné. Il faut le taper pour sauver l'athlète. Je pense qu'en réalité, voilà, ce modèle le fitness saint fatigue, taper. Le saint taper qui vient sauver voilà, les le saint athlètes. taper. Mais en fait, là où je revois ma position, c'est que typiquement cette dernière semaine pré-compétitive, et selon les athlètes même, ça peut aller avant. C'est ce qui Ouais. s'était passé justement pour la préparation pour les France Open. Euh, Avec cette augmentation en fait de l'anxiété et de la charge mentale, on est obligé en fait de taper l'entraînement tout simplement parce que l'athlète n'est pas capable d'encaisser dans ces conditions d'anxiété un entraînement qui est beaucoup plus intense. Et à ce moment-là, le taper remplit son rôle, mais en fait c'est un peu c'est pas tant un rôle de je surcompense de ma préparation, c'est en fait j'évite de me péter bêtement sur les dernières semaines parce que je suis pas dans les conditions de récupération que j'ai habituellement, quoi. Oui, c'est juste rassurer l'athlète. Moi, j'ai eu ce cas, donc exactement le cas. Donc, toi, c'est avec Emma. Moi, c'est avec Antonin, là, qui fait ses France jeunes, pareil. Euh, Voilà, les gars, on est de retour. J'ai eu un problème sur la vidéo. Je vais mettre
un truc marrant à la place. Voilà. Donc Quentin, tu disais? Je disais qu'au même titre que Ben a eu avec Emma lors de la préparation de ses France Open, etc., plus l- la compète approche, surtout que c'est deux très bons athlètes qui ont des grosses ambitions et des possibilités de podium, forcément le stress vient, hein, c'est naturel, c'est normal, ça reste des êtres humains. Et au final, le taper, il n'aide pas en tant que tel parce que le taper is tapering, hein, et il vous sauve votre athlète, mais c'est juste que le fait que l'athlète voit la baisse d'intensité, du coup, dans sa tête, ses attentes envers lui, entre guillemets, diminuent, et il se dit, ok, alors autant là, tu me dirais, parce que ça, qu'on le veuille ou non, votre athlète, même si vous travaillez full RPE, votre athlète, il a une charge en tête. C'est naturel, c'est comme ça. À part qu'on a une sagesse infinie et une très grande maturité, comme Ben, par exemple, Ouais, euh, quand on le grand pense, maître. quand on pense, on vous donne un RPE, on vous donne un RPE et un range rep, vous pensez à une charge. C'est naturel. Et les athlètes, c'est comme ça. On n'y peut rien. Alors évidemment, on va leur dire de quand même s'y tenir à peu près. Mais ce qui fait qu'arriver au niveau du taper, ils sont claqués, ils ont grave la pression, surtout quand ils ont des enjeux. Et au final, ce qui se passe, c'est que le taper, il n'est pas en tant que tel parce que taper is tapering, il aide parce qu'il vient baisser les attentes que l'athlète a de lui-même. Il mettra moins lourd parce que, je sais pas, vous faites votre taper entre RPE 6 et 7 ou 5 et 6, bref. Dans tous les cas, moins intense que ce qui s'est passé au moins sur les 2 dernières semaines, si vous êtes sur un picking classique. Et donc, en fait, naturellement, ça vient aider. Parce que déjà, peut-être le stress diminue, parce que donc il met moins lourd, parce qu'il suit un RPE plus bas. Il réussit bien sa rep, parce que c'est un truc qu'il maîtrise, mais parce qu'il est fort. Pas parce que le picking fonctionne, mais juste parce qu'il est fort et qu'il assure sa rep. Donc, psychologiquement et en termes d'anxiété, ça va mieux. Et du coup, au final, ils arrivent un petit peu plus sereins. Oui, parce que L'enjeu, ouais, c'est sûr, hein. Non, mais c'est sûr que proche de l'échéance, si l'athlète, on sent souvent que l'athlète, il a besoin de se rassurer, de se dire, OK, j'en suis là. C'est mm, un peu comme c'est un peu comme des chronos sur des tours, quoi. Il a besoin de ouais, se dire, je suis à 7 jours, je suis à temps, donc le jour J, je vais faire tant. Donc casser un peu ce cycle de je me compare et et de se dire, bon bah, entre guillemets, la préparation est finie. Je mets la charge que le coach m'a imposée, parce qu'en réalité aujourd'hui j'ai quand même beaucoup plus tendance à imposer des charges, surtout dans ces situations-là, peut-être avec des RPE cap, alors qu'en général je vais plutôt fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire avec des RPE et un weight cap. Sur un taper, ou en tout cas proche d'une compétition, si l'athlète, c'est pareil, parce que ça, je pense que c'est très individuel, la pression que va se mettre l'athlète et comment mm, ses conditions de récupération vont se dégrader à proximité de la compétition, c'est totalement dépendant de la personnalité de l'athlète, et de la compétition aussi, parce que ça dépend si, voilà, s'il va jouer quelque chose, s'il va pas jouer quelque chose, machin. Donc ça, c'est vrai que ça permet de casser un peu ce cycle, ce cercle vicieux où l'athlète se dit, il faut absolument que je fasse ça, si je fais pas ça, je vais pas être en forme le jour J, ouais. je vais pas pouvoir faire les 180 que j'avais prévu, machin, etc. Non. Euh, c'est ça un peu le bénéfice de ça, en plus de matcher, on va dire, avec des conditions de récupération qui sont dégradées par un peu l'anxiété et l'appréhension de la compète, quoi. Mm. Et justement, pour des Ouais. athlètes qui auraient quand même besoin de faire tout ça, d'avoir ces besoins, et je conclus là-dessus, hein, de se rassurer, etc., c'est le travail de nous, coach, programmateurs, etc., c'est déjà, premièrement, d'expliquer que c'est pas les charges qu'ils ont fait forcément pendant la prépa qui vont définir ce qui sortiront sur le plateau, qu'il y a cette notion d'intensité croissante ou pas, parce que ça dépend de comment vous les programmez, et que surtout, au final, plus ils prendront de plaisir à exprimer ce qu'ils sont capables de faire sur le plateau, mieux ça se passera. Les meilleures compétitions, bon après là on revient à la boucle est bouclée comme je suis fort donc j'ai raison. Là c'est pas tant ça, mais c'est juste que les meilleures compétitions que j'ai réussies, donc c'est très empirique certes, mais je sais que beaucoup de gens s'y retrouvent là-dedans. Les meilleures compétitions que j'ai réussies de ma vie, celles avec des beaux 8 sur 9 ou des 9 sur 9, des gros totaux, c'est les compètes où j'en avais rien à foutre. J'ai fait ma prépa, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, je suis allé le jour J, j'ai exécuté. Au contraire, celles où j'avais des attentes de fou, typiquement c'était mes derniers franches jeunes, parce que j'avais une idée d'un record de France au squat, qui à l'époque n'était pas aussi énorme, hein. Soulé l'avait bien monté justement quand j'étais sur le plateau avec lui, mais bref, des attentes démesurées, et ça a donné une compétition très médiocre. Donc si c'est des athlètes qui sont quand même assez anxieux, assez stressés, comme j'ai pu l'être avant, expliquer les enjeux qu'il y a derrière, expliquer qu'ils sont pas définis par ça et que plus ils auront bien suivi la programmation qu'on a fait, mieux ça se passera et plus ils iront sereins, mieux ça se déroulera dans l'ensemble. Voilà.
Tout à fait. Bah, Voilà. ce sont des mots très sages pour conclure ce premier chat. On verra justement grande, comment dire, hâte d'être à côté du plateau, pas sur le plateau, à côté du plateau ce week-end, de coacher Emma, de voir comment ça se passe, parce que justement, typiquement, c'est une athlète qui a fait, pour moi, beaucoup de chemin dans son approche de la compétition entre le début de notre collaboration et maintenant, même si ça fait moins d'un an, hein. Et, et on va voir justement comment ce changement de perception de la compétition, de sa valeur en tant qu'athlète et de ses attentes peut avoir une répercussion sur ce qui se passe sur le plateau, en dépit de tout ce qui a pu se passer pendant la préparation. Ça sera pour un prochain SD, chat SD. Là, on va libérer Quentin qui a des impératifs. Nous, on va continuer de record pour un prochain épisode avec Ben. Donc, à tout de suite pour ma part. Et Quentin, adieu. Adieu, Quentin. À plus tard, et n'hésitez pas du coup à nous dire si ça vous a plu, que ce soit en commentaire, même des fois des messages perso. Je reçois des messages de certaines personnes qui me disent bah là ce thème abordé était super bien, ou tel truc était. Enfin ouais, n'hésitez pas, on reste ouvert aux propositions, et on essaye un peu de se moderniser Ouais, on se en abordant les diversifie. takes. Ouais, on se diversifie. Voilà. Non, mais c'est intéressant, voilà, ceux qui passent par ici, qui nous écoutent, de nous dire si voilà, ce format un peu plus décontracté, un peu moins préparé, Un peu plus de légèreté. voilà, vous apporte quelque chose, ou si en fait on enfonce des portes ouvertes ou qu'on raconte notre vie et que ça vous intéresse pas. On aimerait le savoir aussi, mais ça on le verra rapidement. Merci pour votre écoute, merci du soutien, vous êtes de plus en plus nombreux, et puis à une prochaine pour un autre SD Talk ou autre podcast. Ciao!